Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. On the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They Big bash into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is Bonjour à close, tous, but it on goes est to très heureux de vous Zarco. retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui c'est le numéro 118 et on va parler du 8e Grand Prix de la saison 2022. Grand Prix qui a eu lieu sur le circuit du Mugello en Italie bien évidemment. Et c'est Paul qui se joint à moi cette semaine. Salut Paul, comment ça va ? Salut Olivier, bah écoute ça va nickel, en pleine forme. Avec le début du printemps qui arrive, pour les motards qui nous écoutent, c'est le début de la saison qui commence. Et on commence comme toujours par le gagnant du jeu qui consiste à deviner le poleman du week-end dans la catégorie MotoGP. Et cette semaine, c'est Pierrot qui va recevoir les goodies de la maison. Alors, cette semaine, personne n'avait trouvé le poleman, hein, bizarrement. Petite surprise. Fallait aller le chercher celui-là quand même. Il fallait aller le chercher. Donc Pierrot n'a pas trouvé le poleman, mais on a fait un petit tirage au sort avec toutes les réponses. N'oubliez pas de participer à notre concours. C'est toujours sur Twitter et c'est à chaque week-end de course. Tout de suite, on passe aux news avec en Moto 2, une wildcard pour Mattia Pasini, 36 ans, sur un Kalex Gaz du team d'Aspar Martinez, aux côtés de Dixon et Arenas. Alors, on en a discuté en off il y a un instant. Pasini, pour ceux qui le connaissent pas, a quelques petits faits d'armes, surtout en 125. Il a gagné quelques courses, des belles, en Italie notamment, en Catalogne, en Allemagne, avec notamment sa plus belle place au championnat, c'est une 4e place en 2006 sur Aprilia. Voilà. Avec 192 points, tu t'y connais peut-être un peu mieux que moi en pilote. De ce que tu me disais tout à l'heure, c'est qu'il était parti, il n'avait pas retrouvé de contrat, et c'est comme ça qu'il avait un petit peu quitté le paddock. Oui, c'est ça. Il était sa dernière équipe, si je te dis pas de bêtises, en Moto 2, c'était Italtrans. Il avait fait des beaux coups, mais fin de contrat, et puis il se fait remplacer dans la foulée par des jeunes qui montent, et c'était le moment où ça se restructurait un petit peu dans tous les teams, et du coup, il a jamais réussi à récupérer un guidon. On pensait à un moment qu'il irait en super sport, si je te dis pas de bêtises, je crois même qu'il a eu une moto à un moment en super sport pour faire des courses. Dans l'année qui a suivi, il a fait de la wildcard aussi, et puis petit à petit, il a jamais réussi à récupérer un guidon fixe, et du coup maintenant il est consultant GP pour une chaîne italienne, je crois. La dure loi du fait d'être poussé au cul par les petits jeunes qui se pointent, ouais, c'est cruel, mais c'est comme ça. Donc en tout cas, c'est cool de pouvoir choper une wildcard pour rouler en Moto 2 à son âge, c'est 36 ans, c'est déjà un bel âge. On passe aux news MotoGP avec et on va commencer par la 4e opération de Marquez qu'il a annoncé juste avant le week-end, donc une 4e opération de son bras blessé. Juste après le week-end, une petite réaction sur cette news? C'est une sacrée bombe qui est tombée, mais c'est horrible. Ce qui est en plus horrible, c'est quand tu lis quelques interviews croisées, des choses comme ça, où en fait il est même pas sûr après de pouvoir rouler, quoi. Donc là c'est peut-être la fin à force d'avoir tiré. C'est ce qu'on en a parlé pendant plusieurs épisodes en pré-saison, etc. À trop tirer sur la corde, bah tu vois. Et on l'a dit, on l'a répété. t'imagines quand Absolument. ça a commencé après qu'Honda l'ait signé pour 4 ans. Alors est-ce qu'en plus maintenant on verra un constructeur signer un pilote pour 4 ans, quel que soit son niveau, parce qu'il a atomisé quand même la concurrence à l'époque. Et là c'est pas sur 4 ans de contrat, ça en fait déjà 3 blessés, quoi. Ah, c'est énorme, 4 ans. Enfin, on en avait déjà parlé quand il avait signé ses 4 ans, mais déjà, c'était assez incroyable. On se disait surtout que derrière, ça poussait aussi sur les jeunes qui arrivaient, les Bagnaia, les Quartaro, évidemment. On n'avait pas prévu à l'époque la montée de nouvelles marques comme Aprilia, qui commence à être très régulière. Ça pousse au cul, et 4 ans, c'est long. Et on voit bien que là, une pelle, ça remet tout en question. Bon, on espère qu'il va bien soigner, qu'il va revenir l'année prochaine. On ne peut que l'espérer, et qu'il se refera pas mal avec un autre entraînement, ou qu'il a quelqu'un pour lui ouvrir des fenêtres, tu vois. Oui. Voilà. Alors l'autre news, il y en a pas mal en MotoGP. Une autre petite news, c'est la prolongation de contrat chez Aprilia de Aleix Espargaro et de Vinales, oui, jusqu'en 2024.
Alors là, je sais pas toi, mais moi j'ai trouvé ça assez surprenant pas qu'il ait re-signé Espargaro, parce que pour le coup il sait se servir de cette meule. Vinales, ça m'a un petit peu plus étonné. Moi aussi, d'autant que il y a pas si longtemps, ils étaient en galère pour retrouver des pilotes, et là, Vinales, on est quand même bien avancé dans la saison, et on va encore le voir là sur cette course-là. Ça n'a pas été fameux, c'est en plus le signer pour encore 2 ans. À la limite, tu peux le re-signer pour 1 an avec une option pour 1 an ou de plus. Ouais. Mais là, tu te verrouilles avec un pilote pour 2 ans qui jusqu'à maintenant t'a rien montré. Et pour faire le lien avec l'épisode d'avant, sur le passage MotoGP, il y en a un qui doit bien se mordre les doigts. C'est Joe Roberts, qui il y a 2 ans était sur les rangs pour aller chez Aprilia, qui a dit non. Pour jouer le titre en Moto 2, finalement, il joue pas le titre en Moto 2 et l'Aprilia tourne comme un avion. Donc là, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire. Maintenant, bon, ils ont un nom au moins, un nom et un pilote qui a eu d'autres motos avant. Donc, est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'ils le gardent, je sais pas. Ouais, sûrement. Peut-être ils se disent que c'est un pilote d'expé qui pourra participer à la finalisation de la meule, ou peut-être que c'est un bon garçon, enfin dans le privé, hein, tu sais, enfin on a toujours l'image des pilotes publics. Malheureusement, on les connaît pas tous personnellement, même aucun en ce qui me concerne. Mais oui, peut-être qu'ils se sont dit, écoute, il fait le taf, jusque-là il essaye, et puis il y a pas de raison qu'on le re-signe pas. Peut-être que ça se passe très bien aussi avec Aleix. Bref, il y a plein d'éléments effectivement qu'on n'a pas nous derrière le micro, donc voilà. Mais c'est vrai que dans le premier abord, moi aussi je trouvais ça un petit peu étonnant, surtout vu les sorties qu'il avait faites à dire c'est la moto qui avance pas et la course d'après c'est Espargaro qui gagne sur la meule. ça faisait un peu tâche. Après, pour faire le lien avec la news qui vient juste derrière, est-ce qu'il a un contrat aussi Aprilia ou un contrat Aprilia officiel, dans le sens est-ce qu'il est lié à l'équipe officielle ou simplement constructeur, qui fait que la saison prochaine il sera peut-être en concurrence aussi avec d'autres noms, et le jeu des chaises musicales ça peut aller vite. On le voit chez Ducati notamment, donc ça peut est-ce qu'il n'y a pas cette ligne là aussi dans le contrat qui fait qu'à ce moment-là tu te verrouilles avec un pilote que tu peux quand même faire bouger si t'as un talent qui débarque dans ton équipe B, quoi. Absolument, parce que effectivement RNF deviendra l'équipe satellite Aprilia en 2023, du coup pour les places laissées par Suzuki. Voilà, donc RNF a choisi Aprilia. Délaisse Yamaha, on se demande bien pourquoi. On se demande pas pourquoi, on sait pourquoi. C'est compliqué avec la Yam, hein, donc là il y a une moto qui marche. Donc pour RNF c'était assez évident de prendre Aprilia finalement. Donc effectivement peut-être que Vinales pourra redescendre chez RNF au cas où. À voir après qui va y avoir chez RNF Aprilia. Parce que, tout à fait. Est-ce que Dovi, Binder vont rester? C'est pas trop. Il y en a un, on a peut-être déjà la réponse. Oui. Alors, autre news, nouvelle couleur pour Pramac, qui passe du bleu, blanc, rouge au violet et qui devient Prima Pramac Racing, un accord jusque fin 2024. Donc on s'est un petit peu tous perdus, je pense, sur les premiers classements de Pramac. Mais voilà, ils sont bien repassés en violet, donc on va peut-être pas s'étendre 10 heures sur une appréciation esthétique de la meule. Les goûts et les couleurs. Mais voilà, la petite news. Et puis la grosse news, c'est le Grand Prix de Finlande 2022 annulé. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi en 2 mots, Paul? Tout à fait, oui. Donc il est annulé parce qu'il y a des travaux d'homologation en cours sur le circuit qui sont toujours pas finis depuis plusieurs années maintenant. Et la situation géopolitique, forcément, c'est compliqué avec la proximité des pays baltes. Donc du coup, ils ont préféré annuler pour la prochaine saison. Enfin, pour cette saison en tout cas. Après, je trouve que l'excuse de la situation géopolitique, elle est un peu bizarre. Elle parce tombe à pic. Vrai, aussi... Oui, elle tombe à pic. Effectivement. Ouais, elle tombe clairement à pic parce que si le circuit est pas fini, situation géopolitique ou pas, tu fais pas rouler les mecs dessus, quoi. Enfin, c'est un peu étrange, mais enfin. De toute façon, c'est la Finlande, pour le moment, ça fait quelques années que c'est dans les cartons, c'est pas encore au point cette histoire. Non. C'est clair. Mais on peut le rouler sur les jeux vidéo, hein, figurez-vous. Donc, si vous voulez savoir à quoi il ressemble, il est déjà modélisé. On revient sur Aprilia. Alors, deux nouvelles news pour Aprilia, avec un nouveau moteur pour la meule ce week-end au Mugello, et puis une wildcard pour Salvadori.
avec un essai d'aéro assez particulier. Hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais un petit spoiler arrière. Voilà, qui ressemble très fortement au petit spoiler, et on en a parlé tous les deux avec Paul juste avant de commencer cet enregistrement, qui fait beaucoup penser au petit aéro de Villebrequin sur la Multipla quand il l'avait quitté au tout début du projet. Au moins de délire au début avec des petits trucs d'Alibaba, voilà, des petits trucs à la con, et là ça faisait vraiment cet effet-là. C'était assez rigolo. Est-ce que c'est un intérêt, est-ce que c'est pour le délire et tout? Moi j'ai pas d'infos là-dessus. Mais enfin voilà, c'était la petite image cocasse du week-end. Puis une autre, on parlait du coup de la wildcard de Salvadori, mais il y a une autre wildcard chez Ducati cette fois. Tu nous en dis un mot, Paul? Oui, tout à fait. Donc chez Ducati, on est plus habitué à le voir quand même. Michele Pirro donc était en wildcard ce week-end au Mugello, et il sera également au départ du Grand Prix de Catalogne la semaine prochaine et de celui de San Marin en septembre. Et une Ducati de plus encore sur sur la grille. Non, mais Pirro, c'est l'essayeur le pilote d'essai chez Ducati de toute façon depuis plusieurs saisons. Donc voilà, il continue de rouler. Je crois qu'il fait toujours du championnat italien en plus de Superbike pour garder la main le reste du temps. Donc voilà, on est plus habitué à le voir. Donc je pense que c'est prévu dans son contrat, et puis que ça permet de le remercier pour le travail qu'il fait. Un Italien, courir le Grand Prix en Italie, c'est quand même quelque chose. Donc c'est un petit cadeau sympathique. Voilà, tout à fait. Puis alors pour revenir sur le circuit, là, les news sont un petit peu mélangées, mais le Qatar ne sera pas l'ouverture de la prochaine saison. Eux aussi sont en travaux pour les paddocks et les installations du circuit. Alors rien d'officiel hein, pour l'instant sur qui va le remplacer. Même si beaucoup pensent à l'Australie, à Phillip Island, effectivement, ça serait une belle entrée en matière, hein, parce que c'est un circuit magnifique. Voilà. C'est un de mes deux préférés. C'est qu'il va falloir se lever tôt, quoi, pour faire les courses. Comme d'habitude. L'Australie, tu vois, c'est comme Portimao, ça fait partie des 2 GP de la saison que tu peux les mettre à n'importe quelle heure, il faut les voir. Les circuits sont magnifiques. Ouais, c'est clair. C'est vrai, il y a toujours de belles courses là. Absolument. Est-ce que tu nous sors du coup les 2 petites dernières news presque people entre guillemets? Totalement, mais le Corsair, le roi Max Biaggi, donc intronisé MotoGP légende. On rappelle quand même qu'il a été 4 fois champion du monde 250, 3 fois vice-champion du monde MotoGP et 500. Au total, c'est 42 victoires, dont 13 en MotoGP et en 500. Donc il a été intronisé MotoGP légende sur ce week-end. Et son meilleur ennemi concernant Valentino Rossi, du coup le numéro 46 est officiellement retiré de la liste des numéros des Grands Prix également ce week-end. Très bien, merci beaucoup. On en a fini avec les news, il y en avait pas mal en GP. On va passer à la Moto E, et la Moto E qui pour une fois avait l'air assez intéressante. Ouais, tout à fait, ça s'est bagarré ce week-end en Moto E. On va commencer par les essais, les qualifs. Du coup, en Q1, c'est Marc Alcoba et Kevin Manfredi qui vont tirer leur épingle du jeu. Et en Q2, la pole par contre est pour un habitué, c'est Agarter qui est en tête devant Zanoni et Cassadei. On passe à la course. En course 1, c'est une course animée puisque ça a lieu sur une piste mouillée au départ, et c'est Agarter qui va s'imposer devant Ferrari pour 33 millièmes de seconde, donc c'est vraiment un chouïa, et Granado. À noter que ce dernier en fait a bénéficié de la disqualification de Montovani, initialement 3e, mais qui a été disqualifié, et on y reviendra après, pour une pression de pneus non réglementaire. Voilà. La course de maintenant, grosse bagarre également, notamment pour la 2e place, mais cette fois-ci c'est Ferrari qui va prendre sa revanche et qui s'impose devant Agarter et Miguel Ponce. Alors à noter que le Suisse initialement passe la ligne exactement en même temps qu'Alcoba, qu'un 3e larron. Il a fallu avoir recours à une photo finish, et c'est finalement la règle du meilleur tour en course qui les a départagés. Et c'était en plus sans compter sur un énième rebondissement, puisqu'Alcoba est finalement déclassé de 3 places pour avoir dépassé sous régime de drapeau jaune. Ça a été également le cas de Canepa et Granado qui sont déclassés également. Et après tout ça, c'est finalement Miguel Ponce qui récupère la 3e place.
On peut noter dans cette course la chute d'Okubo et surtout de Casadei, qui lui était en lice pour essayer de gagner la coupe. Donc au classement général, c'est finalement Agarter qui creuse un peu l'écart. Il est en tête avec 123 points, devant Granado 95 et Ferrari 93. On va passer un petit peu aux discussions post-course, même si on n'a pas forcément beaucoup à raconter. Moi, j'ai noté que visiblement tout le monde ne s'appelle pas Pecco, n'est pas sur une Ducati officielle et ne peut pas bénéficier de largesse pour la règle de la pression des pneus. Ou alors ils ont trouvé les bons outils pour... Voilà, par exemple. Ils ont trouvé les bonnes pressions, ils ont trouvé les bons outils de pression et maintenant, avec ces homogènes, ils peuvent sanctionner. Voilà, c'est un petit peu... Vous l'aviez évoqué en long, en large et en travers dans le précédent épisode, donc il n'y a pas besoin de trop épiloguer, c'est juste, la preuve par l'anecdote. Voilà, la preuve par l'exemple. Ils ont fait un précédent et puis la course d'après, voilà. C'est dommage. C'est dommage, effectivement, mais on va laisser de côté la Moto E, si vous le voulez bien, pour passer à la Moto 3 qui, j'allais dire comme d'habitude, nous a régalé ce week-end. En Q1, c'est Yamanaka, Bertele, Felon et Munoz qui passent. En Q2, la pole est pour Denis Onju, suivi par Holgado, Foggia et Garcia. À noter que Felon est 12e sur la grille, un résultat assez encourageant. En début de course, Onju garde la tête et puis derrière ça se bouscule. Scott Ogden est par terre, à peine parti, percuté par Furusato. Au début de la course, la tête Onju, Morera, Guevara semble avoir fait un petit break. C'est la foire d'empoigne entre ces trois-là en début de course. Derrière, c'est Foggia, Holgado, Suzuki, Garcia et Mignot qui poussent pour revenir. C'est finalement les deux léopards qui prennent la tête du groupe de poursuivants. La jonction est faite au 4e tour. Et comme souvent en Moto 3, je vais pas vous dresser la liste des dépassements parce que sinon on y passerait la soirée, voire la nuit. Se succèdent en tête Suzuki, Guevara, Foggia, Garcia. Laspi fait son œuvre dans la grande ligne droite du Mugello. Et puis finalement, Foggia prend la tête au 7e tour. Il va la garder pendant quelques kilomètres. Après avoir clairement fait la différence, il se bourre tout seul comme un grand 11e tour. Juste après Onju qui, malgré un week-end très correct, n'arrive donc pas à engranger des points. À cause de Suzuki d'ailleurs, qui clairement le pousse dans le bac. Le japonais écopera d'ailleurs d'un long lap pour pilotage irresponsable. Après ces deux chutes, c'est McPhee qui se bourre aussi, entraînant Holgado au passage. Suzuki, lui, il fait son long lap, il redescend à la 7e place à 1,2 secondes de la tête, qui comprend du coup à ce moment-là Mignot, Garcia, Guevara et Ricardo Rossi. Mais Suzuki remonte très fort et rejoint ses copains quelques tours plus tard. C'est que la bagarre assise devant ne permet pas vraiment de boucler des tours très propres. Et à 6 tours de l'arrivée, on a Felon 11e qui prend un long lap pour dépassement des limites de piste. Les derniers kilomètres de la course sont comme d'habitude irrespirables. Du bloc pass attire l'arigot. C'est finalement Guevara qui passe la ligne en premier avec une aspi encore une fois sur la dernière ligne droite absolument incroyable, suivi par Garcia et Suzuki. Mais celui qu'on pense avoir gagné la course, du coup Guevara, il prend une place de pénalité pour dépassement des limites de la piste dans le dernier tour. Classement final et définitif, Garcia, Guevara, Suzuki, Mignot, Felon est 14e, suivi par Onju 15e, qui a finalement pu repartir après sa chute. Au championnat, Garcia est en tête avec 137 points, Guevara passe 2e avec 109 points, Mazia est toujours à 95 points et passe 3e ex aequo avec Foggia, 95 points aussi. Alors, quelques petites choses à dire évidemment sur cette belle course typique Moto 3 avec des dépassements de partout. On n'a pas beaucoup respiré pendant toute la course. C'était génial. Et c'est surtout le gros renversement. J'allais dire c'est le festival de chute à 10 tours de la fin, au 11e tour. Là, ça s'est enchaîné d'un coup. Ça a complètement rebattu les cartes et c'était très intéressant après. Ouais, totalement. Mais par contre, la chute de Foggia, oh la boîte, il tombe vraiment fort. Il se cogne vraiment, vraiment fort. Mais tu vois, à tel point que quand il y a eu parce que du coup, lui tombe, derrière McPhee tombe. Enfin, toutes les chutes ont lieu à peu près dans le même tour. Et même les commentateurs anglais sur la chaîne sur laquelle je regardais sont même demandés s'il commençait pas à flotter ou s'il y avait pas quelque chose sur la piste. Bon, au final, rien du tout. Mais c'est vrai que là, ça a été
à 10 tours de la fin, ça a vraiment tout changé. Mais une course, une vraie course de Moto 3 haletante, les dépassements au bout de ligne droite, il passe sur l'énorme vibreur en sortie de ligne de stand, là, tu sais, le très gros vibreur avant la ligne blanche, là, ils sont complètement fous. Suzuki, à un moment, il dépasse, il prend l'herbe. Il prend l'herbe, il saute, il gaz en gant, c'est des grands malades. Ah, c'est des grands malades. Mais mais par contre, c'est magnifique à voir. Et c'est là que même sur un grand circuit comme ça montre bien qu'en ligne droite, ça se passe, ça se repasse. C'est génial. C'était vraiment une superbe course. Ouais, même en Moto 3 qui pourtant on peut penser que ça se traîne un peu, et vu la taille du circuit, tu te dis c'est pas fait pour. En fait, on se régale presque plus au Mugello en Moto 3 que à Jerez, où tu dirais que c'est plus pour la Moto 3, quoi. C'est assez c'est ça. Assez marrant. Ça. Ouais. Bah alors oui, à part ça, effectivement pas grand chose à dire. Suzuki, si quand même, c'est ça que je voulais dire, l'attentat de Suzuki sur Honju. Ouais, moi je trouve qu'en plus un simple long lap pour ça. Voilà, je me demandais si c'est cher payé. Voilà, je me demandais si j'allais être tout seul sur ce coup-là, parce que c'est ce que je me suis dit. Je dis bon, ok, il prend un long lap, et quand je le vois faire, parce qu'il le fait tout de suite, et quand je le vois faire, je dis mais il va revenir tout de suite en fait. Ils sont 6 devant. Ils vont se bagarrer. Il a un bon rythme, il est tout seul, il va pas être gêné, et ça a pas loupé. On a vu des pilotes sanctionnés plus durement pour des actions moins agressives. Ouais. En plus, c'est pas un premier venu, même si rookie dans cette catégorie-là, ça veut plus rien dire. Voilà, ça fait des années qu'il est là. C'est plus des erreurs qui sont permissibles, quoi. Donc au final, il ruine la course d'Honju, et lui peut aller taper le podium. Ouais, il y avait peut-être. Oui, ça manque un peu d'équité, quoi. Alors peut-être parce que, pour l'avouer complètement, je suis complètement fan d'Honju, pour aucune raison rationnelle, hein, c'est comme ça. Mais j'attends, je l'ai vu en tête au début, je dis allez, vas-y, c'est la bonne. J'y ai cru aussi. Putain, et parce qu'il a toujours pas signé de victoire en Moto 3 pour ceux qui prennent le podcast en cours. Voilà, et ça m'a vraiment fait mal au cœur, hein, pour pas dire autre chose, de le voir comme ça. Enfin, l'image MotoGP, l'image sur la Real de la Dorna, c'est que tu vois Honju par terre, tu te dis mais c'est rare qu'il chute tout seul, quand même. Et bah confirmation, hein, bel attentat, hein, de Tatsuki, qui en plus, finit troisième. Alors à sa décharge, la Léopard marche très bien. Au-delà de la sanction et de l'équité de la sanction, on l'a vu, Foggia et Suzuki dans la ligne droite du Mugello, au-delà de l'aspi, la simple aspi qui rebat les cartes aussi. C'est toujours intéressant sur ce circuit-là. La Léopard marche très très bien, une belle vitesse de pointe, hein. Et ça fait un moment que ça dure, et c'est toujours le cas, et c'est incroyable. Ça, c'est une certitude. La Honda marche bien, ils savent bien la régler, mais voilà, oui, ça fait pas tout. Et là, en plus, on sait tous comment c'est le Moto 3, quoi. C'est pas, tu joues pas ta course sur le milieu. Faut arriver dans le groupe de tête sur les 2-3 tours de la fin, quoi. Surtout là-bas. Donc, ouais. Mais c'est vrai que bon, ils ont une machine qui marche bien. Foggia, c'est pareil, il a la place pour jouer le championnat, mais c'est encore des gros points qui s'en vont. Et alors quand il est, en plus, moi quand je regardais la course, j'étais en train de me dire, mais en fait, ce qui est horrible pour ce que Mazia était vraiment loin aussi, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, quand Mazia est loin, Foggia, lui, par contre, est devant. Ce qui n'est pas vrai. Ouais. Ce que n'est pas, l'inverse n'est pas forcément vrai. Quand Mazia mène, c'est rare que Foggia fasse des très grosses contre-performances. Il est toujours sur des points intéressants quand même. Et là, pour une fois, ça s'est pas vérifié. C'est vrai que là, il était confortable en tête, et puis bon, il en prend une belle. Alors visiblement, c'est peut-être des résidus d'eau qui restaient sur le vibreur ou quelque chose comme ça au moment de réaccélérer. Mais il monte pas haut, mais il se fait éjecter. Il se fait vraiment éjecter par terre, quoi. C'est impressionnant. Et après, effectivement, la moto qui glisse sur quelques dizaines de mètres, avec les mecs qui déboulent derrière comme des morts de faim, c'était une image assez dingue. Sport dangereux, c'est là qu'on voit oui, on le dit, on le répète, c'est un sport dangereux, effectivement.
Et quand on chute une fois à moto, on se rend compte qu'à quel point le sol est dur. Quand tu chutes pas, tu t'en rends pas compte. C'est vrai. Une fois que tu chutes, tu le sais. Ouais, bon, en tout cas, lui, il va bien physiquement, c'est tout ce qui compte. Même si, effectivement, sur le pur angle championnat, c'est dommage, là, parce que il aurait pu repasser deuxième, mais bon. C'est comme ça. Est-ce qu'on a fait le tour de la Moto 3 ? Je pense, oui. Moi, que tu oui, veuilles je dire un pense. petit mot sur Felon, ou on peut terminer dessus, ou comme tu veux. Comme tu veux. Oui, Felon, oui. Bah, Felon est 14e. J'allais dire, il est à sa place, putain, c'est moche. Mais en tout cas, belle qualif. Ça, c'est cool. 12e sur la grille, c'est quand même plutôt bien. Voilà, enfin, je vais dire ce que je dis à chaque fois que je suis derrière ce micro sur Felon et ce que les autres copains disent aussi. C'est qu'on espère qu'il y a un truc qui va se déclencher à un moment, quoi. Ouais, je dirais bien pareil, mais moi, ce qui me gêne dans la course de Felon, ok, il fait 14, mais il y a quand même déjà, bon, c'est le jeu, hein, mais il y a énormément de courses, il y a énormément de chutes devant, donc ça l'amène quand même en bonne position. Et il se prend un long lap qui peut lui, heureusement qu'il y a de l'écart et qui peut rester dans les points, parce qu'en fait, tu fais une erreur comme ça à 2 tours de la fin, voilà, tu peux vite te faire sortir des points, donc c'est ouais, et puis ça te fait sortir ta course mentalement aussi. Enfin, c'est pas anodin, quoi. Qu'il va falloir là maintenant, c'est plus suffisant ce type de place. Les qualifs sont bonnes, donc maintenant faudrait au moins réussir à garder sa position de qualif, quoi. Ouais. Mais bon, on en a un, on va pas s'en plaindre. Il est là. Non, et puis là, il commence à apprendre à rouler en paquet. Enfin, on a l'impression que il a quand même passé quelques caps, hein, depuis le début, où vraiment en paquet il avait du mal. Là, on peut pas dire que ça a pas roulé en paquet, hein. Donc il a tiré ce qu'il avait à tirer de cette course, et effectivement, le long lap, c'est con, c'est comme ça. Suzuki, il en a eu un, ça l'a pas empêché de faire 3e. Ouais, mais voilà. Allez, on passe à la Moto 2, si vous le voulez bien, qui est beaucoup moins passionnante, bizarrement. Oh là là là. En Q1, c'est Pasini, Arbolino, Aldeguer et Ramirez qui passent. Et en Q2, c'est Aaron Canet qui prend la pole, suivi par Acosta et Loos. Vietti est en deuxième ligne, tout comme Pasini et Ogura. En début de course, c'est Canet qui tire parti de sa pole et fait le all shot, mais il est dépassé dès le premier virage au frein par Acosta qui prend la tête du coup. Canet perd encore une place quelques virages plus tard, doublé par Loos, mais il ne se laisse pas faire et après avoir signé le record du tour en course au début, il reprend virilement sa deuxième place. Au troisième tour, il prendra même la tête de la course, mais pour quelques virages seulement, car Acosta repasse vite devant grâce à la speed dans la ligne droite. Ils sont suivis par Loos, Arbolino, Roberts et Ogura. Les 6 de tête font le gap à mi-course. Ils ont 1 seconde d'avance sur Vietti. Bobier, 8e, est encore un peu plus loin. Les 2 pilotes de tête s'échappent un peu. Je rappelle qu'il y a Canet et Acosta, mais sans doute un peu trop gourmand. Canet perd l'avant dans le dernier virage à 8 tours de l'arrivée. Juste derrière, les équilibres commencent à changer. Ogura prend la deuxième place, suivi par Roberts. Vietti, pendant ce temps-là, remonte lui aussi comme un boulet de canon. Et puis ça va se bagarrer quelques tours entre ces 3 pilotes. Finalement, Roberts s'installe en deuxième place, Vietti 3, Ogura 4, Acosta est en tête loin devant, et puis a signalé la chute de Sam Loos à 3 tours de l'arrivée, bousculé par son coéquipier Arbolino, qui prendra d'ailleurs un long lap pour cet attentat. Et quelques instants plus tard, Vietti, le pauvre, abandonne sur souci mécanique. Acosta ne sera plus jamais rattrapé. Classement final: Acosta, Roberts, Ogura, et au championnat, Vietti est toujours premier avec 108 points. Toujours aussi d'ailleurs, et Ogura passe premier ex-aequo avec 108 points. En troisième position, c'est Canet, 89 points, talonné par Roberts avec 86 points. Premier truc que je voulais signaler, c'est que Acosta devient là le plus jeune vainqueur de la catégorie. Il a tout juste 18 ans, il a eu 18 ans 4 jours avant cette course. Une course quasiment pleine, hein, pour Acosta qui a dominé assez outrageusement du quasi début à la fin, quoi. Bon, là, il y avait la place pour personne d'autre, hein. De toute façon, il a eu, comme tu l'as dit, hein, je crois les 2 premiers tours où ça se dépasse un tout petit peu, mais à chaque fois il reprenait son bien. Donc, et puis une fois qu'il a été réglé sur ses traces, sur son rythme de course, c'était fini, quoi. Super pilotage. Bon, on attendait une course référence de sa part. Ça faisait plusieurs fois qu'il montrait des choses sympas avant de chuter. Bon, bah là, ça y est, elle y est, quoi.
Donc, rien à dire. Bon, plus qu'à voir maintenant s'il peut réitérer ce genre de choses. C'est clair, ça va peut-être déclencher quelque chose. En tout cas, on lui souhaite. Mais c'était maîtrisé vraiment, maîtrisé assez. C'était beau, quoi. Même si la course n'était pas très passionnante en définitive, c'était quand même une belle maîtrise de d'Acosta. Vietti qui nous fait une belle remontée sur la fin et qui malheureusement casse son moulin. Alors on sait pas trop si c'est son moulin ou la boîte ou. Honnêtement, j'ai pas regardé. Moi, j'ai trouvé ça vraiment dommage parce qu'en fait, il est loin au départ. Et quand je regardais la course, en évitant de m'endormir devant, je pensais qu'il était. Je pensais pas qu'il reviendrait si fort. Et puis au final, on le voit devant. Je dis bon, c'est bon, ça va aller jouer le podium. Et finalement, bon, ça casse. C'est rare en plus qu'on voit des machines cassées dans cette catégorie au final. Absolument. Donc, du coup, vraiment la faute a pas de chance. Bon, il a montré qu'il avait la rapidité. C'est des points, c'est quand même des points importants puisqu'on voit que Ogura lui reste régulier et revient du coup ex aequo. Et lui, le japonais, a fait une bonne course en plus. Et il nous y habitue en plus chaque week-end. Donc va pas falloir trop lâcher de points quand même. Ce serait bien, c'est vrai, de savoir à terme ce qui a causé son abandon. Mais bon, après, ça lui arrive à lui. Il reste encore pas mal de courses. Donc, voilà, mais c'est dommage eu égard à ce qu'il a fait. Je crois qu'à un moment il est 13 ou 14, il remonte comme un boulet de canon. Enfin, il était sur une autre planète. Hein. Mais clairement. Après, bon, et comme t'as dit, une course pas très passionnante. Au final, on en est rendu à attendre les chutes. Pour qu'il y ait des fois des évolutions au classement une fois qu'ils se sont mis en place. Et là, moi je l'avais noté, hein, mais le gag des marques VDS, le pauvre Loves, quand il chute pas tout seul, il se fait aider, et là par son coéquipier, c'est clair. En plus, je sais pas, les deux, Arbolino, c'est pas, voilà, ça fait des années aussi qu'il roule, donc là, bon. Bah tu te touches, ça devait être beau le retour dans le stand juste après, là ça a dû être sympa. Je pense que l'explication de texte a dû être douce. Et puis sinon aussi en petite parenthèse vraiment pour conclure, j'avais noté quand même Joe Roberts 4e du championnat, je l'avais pas vu venir celle-là. Oui, mine de rien, absolument. Honnêtement, on en a parlé avant pendant les news, hein, mais c'est un pilote, quand il avait pas pris le guidon chez Aprilia, je m'étais dit bon, tu restes pour jouer le titre, c'est ce que tu avais dit. Ça va être compliqué, hein. Il faut le faire. Bon, la saison où il est censé jouer le titre, il fait une mauvaise saison. Et là, il était pour moi retombé un peu dans le ventre mou du classement. Et là, quand j'ai vu le classement général, Roberts 4e, à quelques points de la 3e place, effectivement, je l'ai pas vu arriver celle-là. Donc voilà, c'était pour noter. Pour noter un petit peu, parce que c'est un pilote qui est quand même sympa à avoir roulé quand il est dans un bon jour. C'est clair, ouais. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je te retire pas plus longtemps la parole parce que tu vas nous faire le petit compte rendu du MotoGP. Encore une course incroyable. Effectivement. C'est dit vous avez vu avec quel enthousiasme. C'était une course incroyable. Vas-y, raconte-nous ça, Paul. Voilà, là, c'est c'était merveilleux. Disons que les Italiens étaient contents. Donc en Q1, c'est Di Gianantonio et Marc Marquez qui vont sauver leur place pour la Q2. Et en Q2, on aura donc une première ligne 100% Ducati en Italie, et même comme par hasard. Mais je vais même rajouter les 5 premières places qui sont trustées par les Ducati. Mais bizarrement, c'est pas celle qu'on attendait, puisque c'est Di Gianantonio qui prend la pole sur la Gresini, donc première pole pour lui en catégorie Rennes, devant les 2 VR46 de Bezzecchi et Marini. Zarco est 4e, Bagnaia 5, si je vous dis pas de bêtises, et Quarta 6. Première nom Ducati du coup. On passe à la course, donc le départ est donné et c'est Marini qui va faire le shot devant Di Gianantonio, Bezzecchi et Quartararo. Zarco est 6e et Bagnaia 8. Dès le départ de cette course, on va nous informer que Brad Binder va devoir effectuer un long lap suite à une chute sous régime de drapeau jaune durant les essais, alors même que ce dernier avait fait un super départ puisqu'il a gagné 9 places d'entrée. Les 2 VR46 reprennent les choses en main, Bezzecchi devant Marini, tandis que Fabio Quartararo prend son rythme de course et que Bagnaia attaque sa remontée. À noter la présence aussi d'Alex Espargaro en 6e place. Son frère, lui, va chuter, tandis que Pecco, lui,
il semble vraiment sur un autre rythme et il va finir par prendre la tête peu de temps après. Des dépassements, honnêtement, les autres pilotes n'existaient pas pour lui sur la route. De son côté, Mir va aller tâter du gravier et abandonner. Fabio, lui, atteint la seconde position, tandis que Rins chute dans un accrochage avec Nakagami, donc qui va faire polémique en après-course, on aura l'occasion d'y revenir. Autre chute, celle de Bastianini quelques tours plus tard. Lui, il était en bagarre pour un top 10, il tournait aux alentours de la 7-8e place. À partir de ce moment-là, les principaux dépassements vont avoir lieu entre la 3e et la 6e place, qui sont occupés par Alex Espargaro devant Bezzecchi, Zarco et Marini. Beaucoup de dépassements entre les différents protagonistes. Devant, les deux leaders ont creusé l'écart et ne seront pas rejoints. Pecco va même maintenir un écart suffisant avec Fabio pour s'assurer la victoire. Les positions vont rester inchangées pour les 6 derniers tours, à l'exception de Zarco qui va réussir à passer Bezzecchi dans le dernier tour pour la 4e place. Sur le podium, on a donc une victoire de Bagnaia, italien, sur une Ducati, devant Fabio et Alex Espargaro. Au championnat, on a Quartararo premier avec 122 points, Alex Espargaro deuxième avec 114 points, Bastianini 3 avec 94 points, et Zarco gagne une place, il est 5e avec 75 points. En discussion post-course, eh bien écoute, par quoi veux-tu commencer? La démonstration de Pecco? Ah oui, je pense que ce serait rendre à César ce qui appartient à César. Il a été encore une fois incroyable. Même si j'avoue, je me demandais un jour s'il allait pas se bourrer, pendant la course, s'il allait pas se bourrer un moment parce que tellement Quartararo arrivait à pousser derrière, il était à 1 seconde quasiment, mais quand tu vois que le mec il gagne un dixième par dixième alors qu'il a une mule qui est censée marcher beaucoup moins bien que la tienne et que t'es à 5 tours de l'arrivée, ça devait un petit peu titiller, mais il a tenu le coup et bravo à lui parce que grosse domination du début à la fin, donc chapeau l'artiste. Ouais, totalement. Chapeau l'artiste. Record de tour sur record du tour. À un moment, c'était vraiment impressionnant. Mais comme tu dis, c'était intéressant en plus de voir avec Quarta derrière, comme il a été en bagarre que avec des Ducati, de voir les différences de pilotage. Par rapport aux motos, j'entends pas par rapport au pilote en lui-même, mais de voir les trajectoires qu'il prenait avec la Yamaha pour maximiser sa vitesse de passage en courbe pendant que les autres faisaient vraiment des V pour redresser la meule et tirer fort. Alors c'était vraiment impressionnant à voir. Et moi j'ai bien cru qu'on allait aussi avoir une petite bagarre en fin de course, mais bon, il en a remis une louche et puis mine de rien, intouchable. Ouais, et puis je pense que Quarta reste aussi en mode championnat. Pour le moment, Pecco, c'est pas une menace directe. Il continue de grappiller des points. Donc c'était tu vois la différence d'un Canet en Moto 2. Il a su rester sur sa seconde place et prendre ses 20 points quoi. Ou même d'un Quartararo d'il y a 2 ans. Enfin, totalement. C'est clair. Zarco aussi, belle course. Magnifique. Mine de rien. Mine de rien. Il se foire au départ, bon, enfin ça on a l'habitude, hein, mais ça remonte bien, il a un bon rythme et puis voilà quoi. Enfin. Non, super, et puis il arrive à aller gratter la place qu'il faut parce qu'il y a la place, donc c'est bien, il reste sur ses roues. La différence du coup de son coéquipier, donc qui n'a pas chuté mais qui finit très loin, le pauvre Martin. Et ça fait partie d'un des points que je voulais soulever, que j'ai pas noté sur notre cahier de notes, mais j'ai trouvé que sur ce GP là, mis à part pour les KTM officiels qui font 7 et 9, on avait à chaque fois un pilote d'un team et l'autre pilote à des années-lumière quoi. Donc c'est vraiment bizarre quoi. Si on voit Oui, c'est une transition toute trouvée pour parler de Jack Miller. Voilà, par exemple. 15e. Et qui gagne quand même 1 point, mais qui est à 17 secondes, plus de 17 secondes, quasiment 18 de la tête à l'arrivée. Ça fait mal. Ah, c'est dur, hein. C'est dur parce que là, tu vois que, en plus, la meule devant, elle marche, quoi. Donc là, il y a pas d'excuse. En plus, t'es sur le Grand Prix national de ton équipe. Tout le monde attend que ça. Ouais. Bon, c'est pas comme ça que tu continues d'assurer ton guidon pour la saison prochaine, quoi. Ouais. Mais bon, c'est clair. là on a Miller, mais on peut voir la même chose pour les autres. Hein. Là, je vois Morbidelli 17 quand Quarta est 2. Qui on a
tac. Bon, les KTM c'est différent, mais voilà, pour Alex Marquez qui finit 14 alors que Nakagami s'en sort pas trop mal avec 8. Voilà, c'est dur, hein, c'est dur. Ouais. C'est Jorge Martin qui est 13. Ouais, c'est. Ouais, Martin, c'est, je pense, un beau sujet de dissertation parce que ils ont tous du talent, hein, tu vas me dire, mais c'était un des gars où tu te disais peut-être qu'il peut titiller la tête et jouer le championnat. Là, ça devient compliqué hein, pour lui. Ouais, totalement. Et c'est marrant parce que on se demande toujours si c'est Zarco ou Martin, le chef d'équipe un peu de Pramac. Et entre deux GP, ça peut changer complètement, quoi. C'est-à-dire que ils tournent rarement tous les deux en même temps bien. Et là, c'est Zarco qui fait une belle perf. Avant, c'était l'inverse. Enfin, il y a une course avant, je sais plus laquelle. C'était plutôt Martin qui s'en était bien tiré. Quoique cette saison, c'est plutôt rare que Martin s'en tire bien. Il s'est quand même pris pas mal de pelles. Ouais, tout ça pour dire que Martin, il est clairement plus. Enfin, je pense que sa cote a pas mal baissé ces derniers temps. Bah là, ouais, il a en plus sur ce GP là, il a la chance entre guillemets, hein, c'est que on pense son adversaire principal pour le guidon officiel a chuté aussi, mais quand il chute, Bastianini, lui, il est entre 7 et 9 je crois quand il tombe. Je crois qu'il est 7e quand il tombe. Ouais. Donc voilà, c'était un beau GP, un bon GP pour lui quand même. Moi, je suis épaté des 2 VR46 par contre qui, à la différence de Digia, ont réussi à maintenir leur rang quand même, parce que quand tu vois qu'ils font 5 et 6 et devant c'est Pecco, Fabio, donc Fabio Quartararo du coup puisqu'il y avait Digia, donc Fabio Quartararo, Alex Espargaro qui joue encore placé et Zarco, les 4 devant, c'est pas moche quoi. Donc non, c'est clairement pas moche. Ils ont réussi à maintenir un rythme. Ils étaient devant, ils ont tiré parti de leur belle position en qualif. Hein, et puis voilà quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas d'Alex Marquez ou d'un Nakagami quand ils arrivent à être devant au qualif et ils s'écroulent un peu après. Là, ils ont réussi à faire 5 et 6, ouais, ce qui est pas mal du tout, effectivement. Ouais, Nakagami, pour ne parler que de lui, tiens, première Honda. Bon, mais ils étaient à domicile aussi. Hein, oui, ils étaient à domicile aussi, c'est vrai. Est-ce que ça a déclenché quelque chose? Est-ce que ça joue ouais. Mais en tout cas, ils ont répondu présent les deux de la VR46 et Espargaro à Esch. Bah là, enfin, on hésitait peut-être un peu à le dire jusque là, mais il est carrément prétendant au titre là quand tu vois la régularité de fou qu'il a. Bah là, il fait penser à la saison de Mir quand Mir prend le titre. Ouais, c'est que il en a gagné une pour le moment, mais il est toujours devant, toujours devant. Ouais, c'est incroyable. Donc là, ça y est, la Aprilia, elle fait plus rigoler personne. Non, c'est clair. Donc il y a plus qu'à voir maintenant comment ça va se dérouler jusqu'à la fin, mais il va falloir compter avec lui jusqu'à la fin de saison. Tu m'étonnes. À la différence du coup de Suzuki, puisqu'on a mis week-end à oublier pour Suzuki. On la chute de Mir, mais il était loin. Quand il tombe, il est vraiment loin. Là, c'était pas. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Aux essais, ils étaient loin. Enfin, là, c'était la catastrophe de A à Z, quoi. Enfin... Et Rins, lui, il partait de loin, mais il réussit à remonter. Et puis, c'est ce qu'on a parlé un peu avant aussi, avant de commencer l'enregistrement. Mais au final, la chute a pas été rediffusée sur les chaînes. Donc, du coup, c'était compliqué d'avoir des éléments. En tout cas, Rins est très 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 fâché contre Nakagami. Les officiels Suzuki sont montés un peu au créneau. Bon, au final, ça change rien. Mais du coup, le pauvre Rins, c'est pareil, quand il tombe pas tout seul, là on l'aide un petit peu quoi. Ouais. Week-end blanc pour Suzuki, à voir en Catalogne comment ça se passera maintenant. Ouais, et je sais vraiment pas dans quel état d'esprit ils peuvent être les pilotes là, parce que quand tu sais que c'est fini pour l'année prochaine, t'apprends ça quasiment dans la presse. c'est horrible. C'est quand même étrange. Enfin, ouais. Et puis là, ça doit faire bizarre, ouais, de se dire que, tu sais, en fait, c'est comme quand tu rentres de vacances et bon, c'est pas fini parce que t'es pas parti, mais t'es déjà en train de préparer tes affaires pour partir et que du coup, dans ta tête, t'y es plus. Et là, je sais pas, est-ce que c'est pas un peu la même sensation qu'ils ont chez Suze? En se disant, là, ils sont en train de ranger les top cases et puis, les flat cases plutôt, et puis, parce que les top cases sur une GSX RR, ce serait moche. mais est-ce qu'ils sont pas, en train déjà de penser au départ, du coup, et que ça les mine pas? C'est toujours un peu le problème d'annoncer ça en milieu de saison. Même en début de saison, on peut le dire.
Bah, c'est sûr, surtout qu'aucun des deux n'a de contrat fixe, même s'il y a beaucoup de bruit de couloir, mais personne n'a de contrat signé pour la saison prochaine. Donc, Et puis elle pouvait pas bien marcher la meule au début de saison, et là moins bien marché quoi. Enfin, bah, puis... pas à ce point-là. Je veux dire, Ouais, mais en pas plus, maintenant qu'ils ont annoncé ça, clairement la moto ils vont plus la développer. Oui, en plus. Donc là tu sais que tu vas faire avec ta moto jusqu'à la fin de saison quand les autres vont continuer à travailler. Ouais, la position est pas simple là, j'avoue. C'est clair. Binder, très bonne course, tu avais noté, qui finit 7ème du coup, le pilote sud-africain. Ouais, tout à fait. Bah, il part loin en plus. Hein, il part loin en qualif. Je crois qu'il est aux alentours de la 16e place, quelque chose comme ça. Et il maintient un bon rythme. Ça n'a pas été souvent cette saison, mais ça reste lui quand même qui est devant. Quand il y a des bonnes courses, on voit quand même plus souvent Binder que Miguel. Du coup, voilà, j'avais noté parce que c'est un pilote que j'aime bien, et puis ça fait plaisir de voir un peu les KTM quand même devant, même si bon les Tech 3 on les voit même pas à l'image, donc c'est non, ouais, c'est dur. Là, ouais, c'est dur par contre. Tu vois, en Moto 3, Anjou qui tombe, c'est pareil, c'est embêtant pour Tech 3 parce qu'on aime beaucoup l'équipe. Et là, ouais, c'est dur pour eux en MotoGP là, j'avoue. Ouais. J'avais noté aussi, bon bah du coup Nakagami premier Honda, Marquez 10. Ouais. Bon, ils sont à leur place 10, quoi. C'est pas lamentable. Hein. Donc tu sais que lui c'est pareil, il doit être dans un état d'esprit un peu particulier. Ouais, j'espère vraiment qu'il va se. Je l'avais dit en plus hein, dans l'épisode de pré-saison, j'y crois pas. Marquez, et ça me faisait mal de le dire. Mais là ouais cette annonce de nouvelle opération n'arrange rien à mes non, bah, totalement. à mes sentiments sur la question. Ouais. Ouais, ça va être dur, d'autant que bon, bah, là je suppose que vu qu'il est out pour la fin de saison, on va avoir Bradle. Donc c'est pas Bradle, enfin même si c'est un pilote d'essai MotoGP, donc c'est pas le boulanger du coin. Mais voilà, c'est pas lui qui va monter la Honda Repsol devant. Donc voilà. Honda de retour dans ses travers quoi. C'est Stéphane qui disait d'avoir misé sur un seul pilote pendant des années, bah maintenant ils le reprennent en pleine tête, bah c'est un petit peu ça quoi. Là, ouais, c'est un peu ça, et on espère que Yam est pas en train de faire la même connerie. Même si on a l'impression que si, ils le font. Bah de toute façon, pour Yamaha, l'histoire est pliée, et ils ont plus que 2 motos pour la saison prochaine, donc va falloir faire avec leur matériel. Je pense que ça peut peut-être changer des choses aussi. Je sais pas s'ils récupéraient beaucoup de données de la moto de Dovi, mais ou s'ils s'en servaient aussi comme de moto d'essai. Mais là, je pense que on va peut-être y voir des changements dans les prochaines saisons. Ouais. Et dans les autres courses, donc pas ce week-end, mais le week-end dernier, ça courait en Superbike. Du coup, en course 1, c'est Bautista qui a gagné devant Razgatlioglu et Rea. En course sprint, Rea a fait premier devant Razgatlioglu, de nouveau deuxième, et Bautista. Et les 3 mêmes protagonistes se retrouvent encore en course 2. Cette fois-ci, c'est Johnny Rea qui gagne devant Bautista et Razgatlioglu. À noter que Baz a chuté. Alors je crois que c'était en course 1. En course sprint, il doit faire 12 et il termine du coup en course 2. Et par contre, Lucas Mayas, lui, s'est blessé. Grosse chute, si je dis pas de bêtises, en course 1. Du coup, il s'est blessé à un poignet de mémoire et il va être out pendant un petit moment. Il espère être de retour pour la prochaine course, mais à voir. Voilà pour nos Frenchies en Superbike. En Super Sport 300, donc je l'ai aussi, et là c'est à noter, parce qu'on a eu une bonne surprise. Donc en course 1, c'est Marc Garcia qui a gagné la course devant le français Dissora et Okaya. Et en course 2, on a eu une belle Marseillaise, puisque Dissora remporte la course devant Iglesias et Genaille. Vous m'excuserez pour la prononciation. En Super Sport maintenant, en course 1, c'est Agarter qui s'impose devant Baldassari et Boulega. Et en course 2, c'est de nouveau Agarter devant Kyle Smith et Baldassari. Merci beaucoup pour ce petit point Super Sport.
Paul. En endurance, ça va courir pour les 24 heures de Spa les 4 et 5 juin. Donc ne ratez pas ça, c'est toujours assez incroyable. On a vu sur Instagram et autres les réseaux sociaux des pilotes qui, je pense à Kenny Forêt notamment, ou à d'autres, hein, Canepa aussi, qui a balancé des images en embarqué, voilà, et un circuit toujours assez dingue à voir rouler. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui aura lieu dès le week-end prochain en Catalogne. Merci Paul pour cette discussion fort intéressante. Mais je t'en prie, merci à toi. J'espère que ça aura plu à nos auditeurs. J'en doute pas. On se retrouve, comme vous le savez, en dehors du podcast sur le chat Discord. Et puis on a le Twitter évidemment, la page Facebook. Et puis je vous laisse là et je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Salut. Salut tout le monde.